Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, les tarifs. Yup, shit hits the fan. François Caron est avec nous autres pour en parler aujourd'hui. Yes, avant de commencer, on remercie nos commanditaires, donc TLF Dessin pour toutes vos demandes en matière de dessin industriel et de plans de conception 3D dans tous les domaines de la construction. Visitez leur site web TLF Dessin ou utilisez le petit code qui est au bas de l'écran. Ça amène directement à leur site web. Ils ont travaillé sur plusieurs gros projets, dont le Pont Champlain à Montréal. On a évidemment Range Brand, qui est notre commanditaire de longue date pour les vêtements Range Brand. Donc, utilisez votre code promo pour ça. Vous avez le Yann 10 qui vous donne 10 de rabais et en haut d'un certain montant, vous avez aussi le shipping qui est inclus sans frais. Donc, regardez votre panier puis commandez en conséquence. Et évidemment, Ready for Canada. Donc, le podcast avec Steven est un gros succès. Il y a des gens qui n'aimaient pas ça, des gens qui aimaient ça. C'est ça la démocratie, hein, ça a l'air. Fait que faut composer avec ça. Mais ça a répondu à des questions de plusieurs gens. Tu as des gens dans toutes sortes de domaines là, qui ont leur visa est expiré, qui arrivent à terme, leur permis de travail, ne savent pas trop quoi faire. La réglementation a beaucoup changé dans les 6 derniers mois au Canada, autant fédéral que provincial. Fait que si c'est votre cas dans votre entreprise, pour vos travailleurs, ou si c'est votre cas personnellement, vous pouvez contacter Ready for Canada. Ils vont vous aider avec ça du mieux qu'ils peuvent, avec la documentation, puis ce qu'il y a à faire avec les fonctionnaires. Jean-François, d'abord, j'aimerais renvoyer aux gens au podcast L'État du monde, que les gens peuvent trouver sur YouTube, mais je pense aussi qu'en audio, c'est sur Spotify et les autres plateformes. Donc, sur ta chaîne de Jean-François Caron, dans le fond, c'est assez facile. Si vous faites dans la barre de recherche Jean-François Caron, État du monde, vous allez le trouver très facilement. Parce que Jean-François Caron, il y a un gars qui est bodybuilder aussi. Là, fait que, quand tu cherches ça, c'est pas tout à fait Pas le même format. Non, c'est ça. C'est aussi un politicien écologiste en France, puis malheureusement, à une certaine époque, c'était aussi un pédophile de Trois-Rivières. Oh boy. OK, ouais, ça, c'est moins le fun, ça. Un petit peu moins le fun. Quand elle allait en blind date avec une fille, là, elle me voyait arriver, elle me regardait, puis elle se disait « Ouais, c'est pas l'homme le plus fort du Canada, donc c'est peut-être le pédo. » J'espère au moins que le pédo de Trois-Rivières n'a pas une chaîne YouTube. C'est juste ça qu'on espère. Non, c'est la raison pour laquelle je veux renvoyer aux gens parce que c'est un excellent podcast que tu fais avec Jocelyn Coulon, qui est aussi quelqu'un de vraiment intéressant. Là. J'en ai parlé plusieurs fois. On a parlé plusieurs fois dans le podcast qu'on reprenait quelques-unes de ses analyses, là, notamment sur Chypre, dans le cadre du conflit entre l'Ukraine, de l'invasion russe en Ukraine. Et dans les derniers jours, dernières semaines, en fait, dans les 2 dernières semaines, vous avez multiplié là, les entrevues avec des gens qui sont quand même bien au fait là, de ce qui se passe au niveau international avec les tarifs, tout ça. Revenir un peu en 2017, c'est quoi qui est arrivé avec la renégociation de l'ALENA, c'était quoi qui était en jeu là-dedans. Là? Je sais que vous avez eu une prof qui était à l'Université d'Ottawa, si je ne me trompe pas. Geneviève Dufault, puis elle parlait beaucoup là, de c'était quoi qui était en jeu avec la gestion de l'offre en 2017, puis comment pour les Américains, c'était inconcevable qu'on veuille protéger absolument un secteur au complet de toute concurrence alors qu'on demandait à avoir du libre-échange sur d'autres. Fait que ça, c'est intéressant d'y revenir. Mais l'entrevue qui m'a marqué le plus, c'est celle avec, bravo d'avoir réussi ça, avec Raymond Filion, Raymond Chrétien, c'est-à-dire Raymond Filion, ça aurait été moins impressionnant un peu, avec Raymond Chrétien, qui est l'ancien ambassadeur du Canada, en fait, partout. Il était ambassadeur en France, au Mexique, en Belgique aussi, je pense. Bref, il était au Zaïre. Dans toute l'histoire de la diplomatie canadienne, ça a été l'ambassadeur le plus jeune qui a jamais été nommé. C'est ça. Et lui, 6 ans à Washington, 3 ans à Paris.
Exact. Et dans l'entrevue que vous avez faite avec qui est chrétien de la même famille que Jean, donc Jean oncle. Chrétien et son oncle, même si c'est un oncle qui est quand même pas tant plus vieux que lui finalement, mais c'est son oncle pareil. Il y a quelque chose qu'il a dit dans l'entrevue que vous avez faite avec qui m'a fait. En fait, ça fait une semaine que je me tourne cette phrase-là en tête. Il a dit la chose suivante, parce que pour nous, on regarde ça, l'histoire des tarifs, puis on se dit non, mais c'est. Puis c'est une discussion qu'on avait avec Yann hier, on disait, mais économiquement, ça fait pas vraiment de sens. Tout le monde se casse les dents avec ça. C'est mauvais pour les Américains, c'est mauvais pour les Canadiens, c'est mauvais pour les Mexicains, c'est mauvais pour les entreprises, pour les consommateurs. En fait, il y a pratiquement personne, sauf si tu es dans un segment un peu protégé, genre gestion de l'offre, là, que pour toi, c'est bien. Là. Mais pour les autres, tout le monde perd. Mais dans l'entrevue que vous avez faite avec, il a dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit les Américains vont toujours choisir la sécurité avant tout dans n'importe quelle négociation. Et ça, j'avoue que j'y avais jamais pensé parce qu'on a tout le temps la question de. On se dit toujours les Américains, c'est business first, l'argent parle en premier. Puis lui, il dit non, dans tout ce que j'ai assisté, leur principale préoccupation, c'est la sécurité. Et quand tu regardes l'executive order que signé Trump et tu la lis, je l'ai encore fait ce matin pour être bien sûr de saisir ce qui était écrit dedans. Et il n'y a pratiquement pas de considération économique dedans. On parle que de la crise du fentanyl dedans. Et c'est explicitement dit, noir sur blanc. Je peux même le mettre à l'écran pour les gens qui veulent le voir. Donc, le Financial Post l'a recopié, puis on peut le traduire en français. C'est très facile, là. Il y a un article, ici, c'est l'article 3 du décret. Donc, vous allez le voir à l'écran ici. On dit le secrétaire à la sécurité intérieure consulte régulièrement le secrétaire d'État, le procureur général, l'assistant du président pour les affaires de sécurité nationale et l'assistant du président pour la sécurité intérieure sur la situation à notre frontière nord. Le secrétaire à la sécurité intérieure informe le président de toute circonstance qui, de l'avis du secrétaire à la sécurité intérieure, indique que le gouvernement du Canada a pris les mesures adéquates pour atténuer la crise de santé publique par des mesures d'application coopératives. Et lorsque le président aura déterminé que des mesures suffisantes sont prises pour atténuer la crise, à cas fentanyl, les tarifs décrits à l'article 2 du présent décret seront supprimés. C'est la seule condition dans le décret, autrement dit. Autrement, je l'ai lu 3-4 fois là, pour être bien sûr d'avoir compris, puis il n'est question que de ça dans le décret. Fait que, tu sais, tout le monde, il y a plein de gens qui disent qu'est-ce que veut Trump, personne ne le sait, dit n'importe quoi, il faudrait peut-être lire le décret, c'est écrit textuellement dedans. C'est quoi les attentes? Puis, Genre, Jeff, peut-être comme première question, est-ce qu'on est au courant si le Canada a fait une offre de ce côté-là, du côté des Américains? Est-ce qu'on a quelque chose sur la table qui est solide, qui a été dans ce sens-là, vers la sécurité de la frontière? Par ma connaissance, puis Trudeau, ça paraît que ça fait à peu près 10 jours qu'il essaie de contacter Trump pour discuter de la question, puis il retourne pas ses appels. Là, il se parle un matin à 9h, normalement. Il se parle un matin à 9h, mais Trump a dit qu'il n'a pas l'intention d'être gentil avec. D'une certaine façon, Trump me donne pas l'impression d'un gars qui est vraiment prêt à négocier. Puis la question du fentanyl, c'est vrai, c'est un problème. En fin de semaine, j'ai tweeté un article qui faisait état en novembre dernier, je crois, que la GRC dans les prairies ou en Alberta avait saisi une quantité assez importante de fentanyl. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème, mais est-ce que c'est simplement un argument, une simple excuse qui cache quelque chose d'autre? Parce qu'il y a aussi dans les discours toute la question de l'Arctique. Puis pour Trump, lorsqu'on met en parallèle la question de l'Arctique, du Groenland, puis du canal de Panama, moi je pense qu'on peut pas dissocier ces trois éléments-là. Puis lorsqu'on en fait une analyse, moi l'impression que j'en ai, c'est que Trump a réalisé que c'était la fin de l'hégémonie américaine. Les États-Unis sont contestés sur le plan commercial, sur le plan économique par la montée en puissance de la Chine, qui est la deuxième plus grande puissance économique du monde. Tout dépendamment des indicateurs, c'est peut-être la plus grande puissance économique du monde. L'avenir, on dit, les plaques tectoniques sont en train de se déplacer vers la partie du monde où j'habite. C'est là où le marché de demain se trouve. 4 milliards et demi de personnes. Même s'il y a des déclins démographiques en Chine puis en Russie, mais il y a un boom aussi en Inde puis dans la région Indo-Pacifique. Donc, tu
pense que Trump a réalisé que c'était la fin de l'hégémonie américaine et que il tentait de mettre en place les règles du monde de demain selon ses propres règles. Il entend dicter les propres règles de ce qui va dicter maintenant la construction de la forteresse Amérique, puis il n'attend pas de se faire dicter les conséquences, ces règles-là, par l'évolution du monde qui pourrait lui échapper. Et moi, lorsque je regarde la question de l'Arctique, du canal de Panama puis du Groenland, c'est clairement la construction, comme je dis, de la forteresse Amérique visant à empêcher la Chine de pouvoir faire du commerce vers l'Europe à partir du Pacifique. Et les Chinois font exactement la même chose. Ils sont en train de construire des îles artificielles dans la mer de Chine. Ils font de l'intimidation avec leurs voisins, que ce soit les Philippines, le Vietnam, mais aussi Taïwan. Et puis, ils sont en train d'essayer de capter, de contrôler le détroit de Malacca dans les archipels des îles indonésiennes, qui est essentiel à leur commerce vers l'ouest. Donc, on voit que de part et d'autre, en fait, Trump est simplement en train de copier ce que les Chinois, puis dans une certaine mesure aussi les Russes, sont en train de faire. Et puis, et c'est ça, là, les menaces sur le Canada, c'est que le passage du Nord-Ouest est mal contrôlé par la marine canadienne. Il y a des bateaux chinois qui y transitent, des bateaux russes aussi. Au Groenland, il n'y a pas énormément de pétrole, en tout cas pas suffisamment pour que ce soit rentable économiquement, mais il y a énormément de minerais, de terres rares qui sont essentielles là, pour l'intelligence artificielle, la 4e révolution industrielle. Puis le canal de Panama, il y a énormément d'intérêts chinois aussi dans la région. Et puis Trump, tout simplement, moi j'ai l'impression qu'il veut construire une forteresse en Amérique. C'est un peu le retour à la doctrine Monroe du 19e siècle aux États-Unis, afin d'empêcher la Chine de pouvoir mettre la main sur des ressources stratégiques et des lieux de passage hyper stratégiques pour le commerce international. Moi, c'est un peu ma lecture de la situation. Puis aussi, je pense que c'est intéressant, puis je pense que c'est important. J'invite les gens à lire le discours de Marco Rubio du 15 janvier dernier, lorsqu'il est passé devant le Sénat pour que sa position soit confirmée par les sénateurs. Et puis, sur le texte, sa présentation, là, c'est les 10 premières minutes de l'audience. C'est extrêmement enrichissant. Puis, je pense que ça indique vraiment ça va être quoi la politique étrangère de Trump. Ça va être un réalisme froid. Les États-Unis auront plus d'alliés. Les partenaires que les Américains vont avoir, il va falloir que ce soit rentable pour eux économiquement, que ce soit des partenaires aussi fiables pour la défense de l'Amérique. Et c'est les seules choses qui vont compter maintenant pour Rubio. D'ailleurs, il dit, voici les 3 questions auxquelles on va devoir répondre à chaque fois qu'on va poser un geste, une action internationale. La première question, c'est est-ce que telle initiative ou telle politique X ou Y rend l'Amérique plus en sûreté? Première question. Deuxième question, est-ce que cette politique-là rend l'Amérique plus forte? Puis troisième question, est-ce que ça rend l'Amérique plus prospère? C'est en vertu de ces 3 questions-là qui vont poser des gestes maintenant à l'étranger. Et puis ça, c'est un réalisme très froid. Et ça marque aussi le rejet de l'idéalisme de la fin de la guerre froide. Là. Francis Fukuyama, le libéralisme comme étant la fin de l'histoire, où toutes les nations du monde vont converger vers le libre-échange, mais aussi vont adopter des valeurs libérales, de liberté, d'égalité, mais aussi une convergence autour des idéaux, des droits humains. Ça, pour Rubio, c'est terminé, puis il le dit explicitement. Il dit ça a été un fantasme, mais ça a aussi été une dangereuse désillusion. Donc, ça veut dire que tous les alliés d'hier qui étaient alignés idéologiquement sur les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, maintenant, ça compte plus. Ça n'a plus aucun impact dans la politique étrangère de Trump. L'alignement sur le plan des idées, maintenant, c'est est-ce que vos actions nous permettent d'être plus en sûreté? Est-ce que vos actions nous permettent d'être plus prospères? Puis c'est à la lumière de ces questions-là qu'il va poser des gestes. Puis dans le cas canadien, je pense que c'est assez clair. L'armée canadienne ne contribue pas, ou la société canadienne ne contribue pas à rendre l'Amérique plus en sécurité. Au contraire, c'est un fardeau. L'Union européenne, c'est la même chose aussi. Puis Trump, avec les tarifs, il l'indique clairement, vous allez cesser de vivre à notre crochet. Et maintenant, vous allez faire votre juste part dans le financement de l'OTAN, mais vous allez aussi arrêter de nous voler de l'argent avec une balance commerciale qui est à notre désavantage. Moi, le gros bug que j'ai avec l'administration Trump, c'est exactement sur la dernière phrase que tu viens de dire.
Je sais qu'il y a une mentalité très péquiste de ce côté-là. La balance commerciale négative avec le Canada, c'est quelque chose qui le fait chier énormément. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se sous-estime énormément aux États-Unis. C'est un pays qui est extrêmement endetté, qui ont imprimé de l'argent comme jamais. Tu sais, des fois, on capote au Québec là, avec les déficits de nos gouvernements, mais je veux dire, les déficits américains sont gargantuesques. C'est juste hallucinant. Et la raison pour laquelle, depuis 2008, ils font des gros déficits, qui ont imprimé beaucoup d'argent avec la Fed, et que malgré tout ça fonctionnait, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'inflation, évidemment à l'exception là, de 2021-2022, mais pas vraiment eu d'inflation pendant tout ce temps-là, parce que justement, le libre-échange permettait ça. Donc, le fait d'être capable d'acheter des biens étrangers à faible prix, une devise qui était de plus en plus forte de leur côté, qui facilitait l'import énormément, faisant en sorte qu'ils étaient capables d'imprimer de l'argent comme des fous, puis ils ne se sentaient pas au niveau du prix politique à payer généralement pour l'impression d'argent, qui est l'inflation. Mais là, avec une guerre tarifaire, parce que oui, on parle beaucoup du Canada, ça nous touche directement. Il y a le Mexique, c'est vrai, mais il y a un tarif de 2,5 % planétaire qui s'appliquerait de leur côté également, qui s'en vient éventuellement. On parle de peut-être tarifs pour l'Europe. Moi, je pense que ce que Trump a comme défaut présentement au niveau économique, c'est qu'il sous-estime énormément la force de l'économie américaine. Cette économie américaine-là dépend énormément du libre-échange pour se maintenir avec une inflation basse malgré l'argent qu'ils ont imprimé. Donc, s'ils coupent ça, si on réduit les balances commerciales, donc si on fait un peu plus de Buy America First ou qu'on se tourne vers les entreprises américaines, qui est une économie qui est vraiment bien diversifiée. Tu sais, eux autres sont capables de produire du stock à l'interne vraiment facilement. Ben, le bug qu'ils vont avoir, c'est que l'économie va leur revenir en pleine face. Je veux dire, ils vont se foutre en récession éventuellement à force de faire des niaiseries de même. Fait que moi, je pense qu'on s'entend sur la capacité des Américains à maintenir des tarifs avec le Canada pendant très longtemps. On doute que ce soit si long que ça. En fait, les marchés financiers, la raison pourquoi ils n'avaient pas vacillé jusqu'à vendredi dernier, c'était ça la raison. C'est que personne n'y croyait vraiment aux tarifs. Parce que personne ne croit vraiment que les Américains ont la capacité de supporter des tarifs très longtemps. Parce que leur modèle économique est basé sur le libre-échange, eux autres aussi. Ils ont besoin de ce libre-échange-là pour maintenir leur niveau de vie très élevé là, de leur côté. Oui, par contre, je dirais que dans une guerre commerciale, les États-Unis ont sur le long terme, ont une plus grande capacité de pouvoir résister à ces tarifs-là. Ils ont pour à peu près 1 an de réserve stratégique de pétrole. Et puis c'est une autre chose intéressante que Raymond Chrétien avait dit pendant son entrevue, et Trump l'a répété aussi, si le Canada impose des tarifs, Trump va en rajouter une couche. Là. C'est écrit dans l'executive order, d'ailleurs. Oui, carrément. Puis, tu sais, on s'entend. L'affaire, moi, c'est ce que je déplore énormément du fait qu'on entre tous en guerre tarifaire. Parce qu'une guerre tarifaire, c'est 2 pays qui se tapent sur la gueule avec des tarifs. Puis, évidemment que Trump a été le premier à ouvrir cette guerre-là. On n'était pas obligé d'embarquer. Puis, la réponse de Trudeau d'arriver avec une réponse... On n'a pas adressé du tout les problèmes de frontières ou de fentanyl. Comme je te dis, on n'a pas vraiment fait d'offre. Ouais, ils ont loué 2 hélicoptères pour faire un shit show. Des drones chinois qui marchent pas aussi. C'est ça, c'est pas les drones chinois qui vont régler le problème. Fait que de ce côté-là, on a zéro négocié, on n'a pas fait d'offre de ce côté-là. Et on y va avec la réplique. Ce qui est un peu tannant, c'est que tu vois les gains politiques potentiels au Canada. La force de Legault, qui là revient en père protecteur de la nation. Même un Trudeau qui doit commencer à avoir regretté d'avoir démissionné parce qu'on a l'impression que les libéraux vont remonter dans les sondages avec cette affaire-là. Parce qu'on retombe un peu dans le paradigme COVID. On retombe dans le paradigme, le bon père de famille, protecteur de la nation. Yann, Doug Ford a annoncé hier ou ce matin que s'il est élu, il y a un package d'aide de 22 milliards qui s'en vient. Écoute, c'est une manne pour les entreprises, c'est hallucinant là, à court terme. Mais je veux dire, le bug qu'on a avec tout ça, c'est qu'on avait le choix de ne pas aller là, mais on a décidé d'aller dans la guerre tarifaire en mettant nous autres aussi de notre côté. Mais je veux dire, nous autres, on n'a pas les moyens. Là. Hey, notre dollar, il était à 69 sous, il était à 68 sous au matin. On n'a pas les moyens d'avoir des tarifs de 25 % parce que nous, on n'a pas une économie diversifiée. On ne produit pas des biens finis tant que ça. On produit de la matière première. Fait qu'on on est vraiment dans une situation que le consommateur canadien... Là, il va être pénalisé, puis pas rien qu'un peu dans cette histoire. Ça va arriver rapidement, puis les pertes d'emploi aussi. Il y a une chose aussi que le Canada n'a pas, on n'a pas de bas de laine.
Ça, on a beaucoup parlé des sanctions Fonds imposées souverains. à la Russie. En février 2022, les gens disaient, on va mettre l'économie russe à terre, ils vont payer le prix, puis vous allez voir, ça va les amener à faire la paix. Or, les Russes, ils ont été wise. Ils ont accumulé un énorme fonds souverain qui leur a permis là, de résister à cette pression-là. Puis on dit c'est des liens avec la Chine par la suite, mais ça leur a permis de résister à cette pression-là. Le Canada, là, le fonds souverain, là, c'est imprimer du cash. C'est Ah pas. oui, c'est Donc, pas le un fonds Canada, souverain, dans ça. une guerre comme celle-là, là, regarde, 75% de notre économie, 75-80% de notre économie dépend entièrement du marché américain. Puis ça, c'est le problème, c'est l'idéalisme dans lequel on a sombré depuis des décennies et des décennies. On n'a pas fait preuve de réalisme parce qu'on s'est toujours dit, c'est nos amis. On a toujours été amis avec eux depuis 200 ans. Ça a été notre meilleur partenaire commercial. Ça va rester comme ça ad vitam aeternam. On n'a pas besoin de diversifier notre économie, d'ouvrir des nouveaux marchés vers l'Asie ou l'Union Ah, européenne. pire On que peut ça, on suivre n'a même les pas besoin. Américains. Ils sont On gentils. on n'a même pas Mais besoin de construire l'infrastructure pour se passer le pétrole entre nous autres sans passer par les par les États-Unis. États-Unis, puis Trump, il est pas con, il le sait, là. Mais s'il veut vraiment mettre de la pression ultime sur le Canada, là, ben c'est simple, il coupe les vannes en Ohio, où les pipelines puis les oléoducs de l'Alberta vers l'est du pays passent, là. Tu sais, le Canada est complètement vulnérable à absolument aucun levier dans cette négociation-là. C'est un Lilliputien à côté d'un géant, mais le Lilliputien se permet là, de montrer ses gros bras puis d'essayer d'intimider le géant. Ça va très mal finir. Puis le problème aussi, c'est que non seulement, imaginez là, les pertes d'emplois qui peuvent découler assez rapidement là, au Canada, imaginez la crise sociale aussi qui peut en découler. Là. Des gens, des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi, qui descendent dans la rue, une économie avec un dollar qui devient l'équivalent du pesos, une économie qui est plombée, il n'y a plus d'investissement domestique, les compagnies internationales vont pas venir s'installer au Canada. Le Canada est entré là, dans un jeu, là, il ne peut pas gagner à ce jeu-là. Puis ma théorie aussi, c'est que si Trump tape aussi fort et aussi rapidement en début de mandat sur le Canada, principal partenaire commercial des États-Unis, là, c'est aussi pour envoyer un signal à tous les autres alliés, à tous les autres Ah, ce n'est partenaires que que ça. les États-Unis ont à travers le monde. Il va leur dire au Portugal, au Chili, au Brésil, regardez là, ce qu'on a fait au Canada, notre principal partenaire commercial. On n'a pas hésité à leur taper dessus, à leur imposer tarif par-dessus tarif. Fait que vous autres, là, si vous faites pas ci, si vous faites pas ça, imaginez-vous simplement ce qui va vous arriver. Je pense qu'il y a aussi l'idée d'envoyer un message au reste de la planète, faire peur d'une certaine façon pour vraiment là, faire comprendre là, aux pays qui transigent avec les États-Unis que America means business. Puis l'autre chose aussi, Trump a promis les pays du BRICS qui ne continueront pas à faire des échanges avec la devise américaine vont se faire imposer des tarifs de 100%. Ben, s'il veut être pris au sérieux par ces pays-là, les ennemis de demain, là, s'il veut être pris au sérieux par ces pays-là, il doit envoyer un message extrêmement fort. Puis la meilleure façon de le faire, c'est de taper sur ce qui était jusqu'à il y a quelques jours Ouais. le principal allié des Mais il n'y a pas États-Unis. il y a pas un danger pour lui, à un moment donné, Oui. de taper sur tout en même temps. Moi, c'est ça qui est. Parce que, tu sais, qu'il fasse ce numéro-là, par exemple, avec le Mexique, on se dit, bon, c'est déjà quand même un peu risqué parce que tu vois, l'économie, par exemple, du Texas, même de la Californie, c'est directement imbriqué avec le Mexique. Si tu mets une taxe, parce que c'est ce que c'est, de 25% sur les biens qui arrivent du Mexique, là, c'est les gens au Texas, demain matin, ils payent ce qu'ils consomment 25% plus cher. C'est de l'inflation en réalité là, qu'ils vivent, même si c'est pas de l'inflation monétaire, mais c'est de l'inflation pareil. Donc là, tu fais ça avec le Mexique, c'est tel que tel, mais là, tu t'embarques le Mexique, le Canada, il se pogne avec le Danemark au sujet du Groenland. Avec la Chine, là, j'ai vu ce matin Xi Jinping a déjà dit ouais, t'as peu, nous autres aussi, on va faire des mesures de rétaliation. Tu sais, à un moment donné, si tout ça arrive en même temps, je sais pas jusqu'à quel point il surestime l'économie américaine d'être capable d'encaisser tous les contre-coups en même temps. Ben, on peut déjà te dire, tu sais, les futures, là, vous comprenez, on enregistre à 9h30 le matin. Là. Ce qu'on voit sur les futures présentement, c'est qu'on ouvrirait les bourses avec des pertes de 1,5 à 2 avec des pertes de presque 1 vendredi également. Comme je dis, les marchés financiers n'avaient pas pris au sérieux la menace de Trump parce que justement, on pensait qu'il y avait une part de bluff là-dedans ou que ça ne durerait pas longtemps. Mais déjà, tu comprends que les marchés financiers ne traitent pas. Puis si Wall Street flanche,
Le danger pour Trump, éventuellement, c'est sa popularité qui pourrait baisser rapidement. Tu sais, je veux dire, le portefeuille des Américains, s'il avait à baisser de 10 ou 15 parce que le S&P 500 baissait, et ça pourrait être tagué directement à cause de Trump, parce que ce serait ça. Là, je veux dire, les dates pourraient fitter. La pression va venir très rapidement de son côté. Justement, c'est ça que je voulais dire. Mais je pense qu'en fait, le Canada va plier avant. Ben, le Canada peut-être, mais la Chine, je pense pas. Non, la Chine, non. De toute façon, la Chine, Trump c'est un marché qui est perdu pour les États-Unis, puis tout ce qu'il veut en ce moment, dans le cas, par exemple, des microprocesseurs qui sont produits à Taïwan, en Corée du Sud, avec des tarifs comme ça, c'est d'inciter les compagnies à revenir s'installer aux États-Unis pour qu'ils soient moins vulnérables dans le cas d'une invasion, là. Puis, dans son premier mandat, il avait annoncé une initiative comme ça pour rapatrier les investissements américains à l'extérieur. Puis le truc des tarifs, ben, c'est aussi une façon d'inciter avec plus le bâton que la carotte ces compagnies-là à revenir. Mais c'est ça, justement, mais c'est ça la question que j'avais, c'est que là, c'était bien discuté dans le Wall Street Journal en fin de semaine. On disait que, dans le fond, c'est comme si Trump se promenait toujours entre deux versions de comment on doit comprendre les tarifs. C'est que d'un côté, il nous dit que c'est un outil de négociation, c'est-à-dire voici ce que vous allez faire sur l'OTAN, la frontière, tout ça. Puis à un moment donné, quand on s'en va vers là, il change comment il comprend, il change comment il nous explique les tarifs. Non, c'est vraiment un truc économique pour la balance commerciale, tout ça. Alors en réalité, c'est quoi l'objectif de ça? C'est vraiment une mesure économique ou c'est uniquement une mesure pour avoir un contrôle sur ce que doit faire le partenaire commercial? Parce que je pense que... C'est la deuxième option pour moi. C'est la deuxième option. Ce qui prime d'abord avant tout pour lui, c'est la sécurité. Le reste, c'est de la frime un peu. Le côté économique, quand il dit... parce qu'il y a un peu... c'est très péquiste, rose, fleur bleue, son affaire. Là. Il dit tout l'argent qu'on va récolter avec les tarifs, parce qu'au début, il va en récolter avant que les consommateurs ajustent leur consommation. Tout l'argent qu'on va récolter avec les tarifs, ça va finir en baisse d'impôts. Il n'y a rien de viable à long terme dans cette affirmation-là. Parce que si les tarifs sont élevés pendant longtemps, ben, vous comprenez que les consommateurs et les fournisseurs américains vont ajuster leurs partenaires, puis il n'y en aura pas de tarifs. Là. On va juste arrêter d'acheter au Canada, on va arrêter d'acheter au Mexique ou des choses comme ça. Ben oui, puis il n'y aura pas des baisses d'impôts de 25 %. Ben non. Non, mais c'est son dernier mandat. Il reste 4 ans, puis il est là pour laisser un héritage. Puis je pense, l'idée du America First, Make America Great Again, c'est cette idée-là de créer la forteresse Amérique, sauver ce qui peut être sauvé. Puis il va y avoir des conséquences à ça. Le monde là convergent d'hier, c'est terminé. Le libre-échange là, à l'échelle de la planète, c'est aussi terminé. Il en est conscient. En tout cas, il y a ce mérite-là, il est conscient de la réalité, il n'en fait pas abstraction, puis il entend dicter les termes de ce nouveau monde-là qui est en train de s'ouvrir devant nous, plutôt que de se laisser dicter ces termes-là par des invasions chinoises de Taïwan ou l'invasion de la Corée du Sud. Puis le monde que tu décris, Jeff, c'est pas un monde dans lequel le Canada est perdant, dans le sens que s'il y a une régionalisation du libre-échange, quand tu regardes les possibilités de matières premières qu'on a au Canada, qu'on sous-exploite depuis longtemps, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on se donne. Tu sais, l'effet vert nous nuit énormément parce que il y a des trucs qu'on pourrait exploiter chez nous, qu'on laisse les pays d'Asie exploiter à notre place, mais des terres rares, il y en a ici, le Canada pourrait être la mine du monde libre. Exactement. On a tous les éléments du tableau périodique dans notre sol. Puis c'est un peu ça aussi que Trump là, est en train d'essayer de nous faire réaliser. Parce que on aurait dû diversifier notre économie. On aurait dû exploiter ces ressources-là, les hydrocarbures également. Puis on aurait dû créer les infrastructures nécessaires pour pouvoir exporter ces ressources-là à travers le monde. Par la force des choses, ça va nous amener inévitablement à devoir se lancer dans des projets miniers, puis à devenir plus un partenaire. C'est l'expression que j'utilise, qui est peut-être un peu péjorative, là, mais je pense que ça reflète la réalité de demain. Le Canada va se faire vassaliser par les États-Unis. Ça sera plus une relation de partenaire, d'égal à égal. Parce que je pense que pour Trump aussi, là, imposer des tarifs comme ça en début de mandat, puis menacer d'en imposer à peu près à n'importe qui, en imposer au Venezuela parce qu'il refuse de reprendre des immigrants illégaux. Trump n'a pas une très grande considération pour la souveraineté étatique des autres États.
Si là, brimer la souveraineté étatique d'un autre État a pour effet de rendre là, l'Amérique plus en sûreté, plus forte et plus prospère, il va pas s'empêcher de le faire. Là. Donc, dans les faits, qu'on parle le Canada comme le 51e État, là, dans les faits, à court terme, économiquement parlant, militairement parlant, ça c'est déjà le cas, là, le Canada est déjà une annexe des États-Unis. Fait que la 51e étoile sur le drapeau américain, là, elle est déjà là virtuellement. Là. Et ça va simplement aller en s'accentuant. Parce que dans une relation inégale comme ça entre le Canada et les États-Unis, à un moment donné, là, il y a quelqu'un qui va aller s'asseoir à la Maison-Blanche, il va dire au président Trump, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là, pour mettre un terme à tout ça? Là? Dites-nous là, qu'est-ce que vous attendez de nous? Là? Ce qui n'a pas été fait Vous encore. voulez installer une base militaire, une base navale dans l'Arctique, puis contrôler l'accès des bateaux dans le passage du Nord-Ouest? D'accord. Vous voulez qu'on déploie des missiles balistiques sur le territoire canadien? D'accord. Ça va être notre contribution qu'on peut pas faire directement au financement de l'OTAN. À un moment donné, là, ça va être d'accord. Et quoi d'autre? Si vous avez besoin de pétrole, de gaz, d'accord, on va continuer à vous en livrer. Vous avez aussi besoin de terres rares. D'accord, on va permettre aux entreprises américaines de venir commencer à creuser des trous dans l'Arctique, dans le nord du pays. D'ailleurs, il y a quelques mois de ça, je pense que j'avais fait suivre l'article, le Pentagone se plaignait, ça c'est encore sous l'administration Biden, le Pentagone se plaignait que le Canada n'était pas coopératif en matière de développement, d'exploration des terres rares. Donc, à terme, là, c'est ça qui va arriver. Donc, l'idée, là, puis, je dis encore une fois, c'est un réalisme, c'est le rejet de l'idéalisme. Je pense que les gens qui s'imaginent un changement de gouvernement, Pierre Poilievre à la tête comme premier ministre, ça va changer les choses. Ben, la réponse de Poilievre, on le sait, elle aurait été presque pareille à Trudeau. De ce qu'on sait de Pierre Poilievre, c'est que lui aussi aurait fait des tarifs de réciprocité. La seule chose qui est bonne dans son discours en ce moment, c'est qu'il a adopté la ligne qu'il faut faire sauter tout le protectionnisme interprovincial. Ouais. Il faut accélérer des projets énergétiques. Ça, c'est la ligne de Daniel Smith aussi. C'est une ligne de souveraineté canadienne, ça. 30 ans trop tard, là. T'sais, on aurait dû faire ça là, il y a 30 ans, là, cette diversification-là, puis faire sauter les barrières du commerce intra-provincial. Mais tu n'as pas l'impression que les plaques tectoniques vont bouger justement à cause de ça? C'est que, tu sais, là, je regardais... Paradoxalement, Trump est en train de recréer un espèce de nationalisme canadien qu'on pensait pas qu'il existait. Là, tu vois en fin de semaine, je voyais des souverainistes qui partageaient des listes de produits canadiens à consommer. Je trouvais ça complètement... Ah, OK, du côté québécois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y avait même Jean-François Lisée qui partageait des graphiques sur le pétrole canadien, à quel point c'est un leverage incroyable. On est dans un monde parallèle. Là. C'est pas un gars... Mais ces gens-là, ça se peut-tu qu'ils risquent de se faire politiquement évincer dans les prochaines... Parce que là, je pense qu'on est en train de s'en rendre compte, là, mais si le Québec était un pays indépendant, on se ferait laminer en 5 minutes. On n'aurait pas plus d'avantages comparatifs que le reste du Canada en ce moment vers les États-Unis. On a des moratoires sur l'exploration, l'exploitation d'à peu près toutes les ressources naturelles. Là. C'est pas comme ça qu'on développe un levier avec un voisin comme les États-Unis. Là. Mais deux choses. Je pense que le moment politique actuel, ça me rappelle les années 30 en Europe. Des politiciens faibles, idéalistes, qui s'imaginaient que signer des accords pour rendre la guerre illégale, puis se cacher derrière une espèce de ligne Maginot qui allait les empêcher de se faire envahir par l'ennemi, ça leur a coûté très cher. Jusqu'à temps que une nouvelle génération de politiciens très réalistes arrive au pouvoir. Je pense qu'à terme, on va être obligé de sortir de cet idéalisme avec des lunettes roses de Kalinours, puis d'accepter la situation telle qu'elle est. Je pense qu'il va y avoir l'émergence d'une nouvelle classe politique réaliste qui va évincer ces gens-là qui ont essentiellement rien fait pour rendre le Canada ou le Québec plus compétitif. Puis l'autre chose, oui, ça fait un peu rigoler le nationalisme canadien qui est en train de se développer chez les souverainistes québécois. Par contre, ce qui va être si je regarde du côté du Canada anglais, ça va être extrêmement difficile de leur faire accepter la vassalisation de leur pays parce que dans les années 50, tu sais, jusque dans les années 30, 40, 50, le Canada anglais s'identifiait comme étant une colonie britannique. Les gens s'identifiaient d'abord et avant tout comme étant des Britanniques avant d'être Canadiens. Puis avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, où graduellement le Canada a acquis son indépendance, il s'est développé un sentiment nationaliste canadien.
Or, le sentiment nationaliste canadien peut pas s'établir sur des bases linguistiques, religieuses ou culturelles. Parce qu'entre le Canadien anglais puis quelqu'un du Montana, c'est pareil. Ils parlent la même langue, ils partagent la même religion, puis ils viennent là, de la même OK. mère patrie. Là. Puis on a embarqué dans le multiculturalisme. Fait que des Alors, des cultures politiques canadiennes, il y en publiques. a une tonne. Là. C'est ça. Donc, le Canada s'est distingué des États-Unis par la mise en place de politiques publiques. Puis ça, dans les années 50-60, vous avez un livre célèbre d'un philosophe canadien et conservateur, George Grant, qui écrit Lamentation sur une nation, Lament for a Nation. Puis il se lamentait que le Canada allait disparaître, allait se faire aspirer dans par la société américaine, puis il cherchait tous les moyens inimaginables pour que le Canada puisse continuer à exister. Puis notre système de santé, c'est ça. Hein? Qu'un oui. système de santé qui est une politique publique à la base fasse partie du nationalisme canadien, c'est un peu weirdo quand on y pense. Hein. Mais ça peut pas être une langue, une religion ou une culture. Donc, tout ce que les Américains ont fait, on a fait exactement l'inverse en matière de politique publique, et c'est ce qui en est venu à développer le sentiment d'être un Canadien. Mais donc, il y a toujours eu cette volonté-là, surtout dans le Canada anglais, de ne pas devenir américain. Puis là, malheureusement, cette vassalisation-là va faire en sorte que, dans les faits, ça ne sera pas politiquement parlant, là, on ne va pas devenir un État américain. Non, l'annexation, ça n'existera pas. Là. Non, mais dans les faits, ça va devenir le cas. Puis le premier ministre canadien, quand il va se faire appeler par le président américain, qui va lui demander de faire ci ou faire ça, le président américain va parler à un gouverneur d'État, là. Puis c'est exact. C'est la seule façon de s'en sortir puis d'accepter la réalité dans laquelle on est. Ça va être malheureusement d'accepter de faire ce que les Américains veulent qu'on fasse pour leur sécurité et leur prospérité. C'est ça qui va dicter leur politique étrangère et rien d'autre. Comme je te dis, la grosse nuance, puis on va compléter l'épisode là-dessus. La grosse nuance que j'apporte par rapport à ça, c'est que dans les critères de Rubio, je le comprends bien. Sauf que le troisième, je pense que malheureusement, ils comprennent mal. La prospérité avec l'attaque au libre-échange, même en partitionnant la planète d'un autre côté, je pense que les Américains surestiment beaucoup la force de leur économie. Ils ne réalisent pas jusqu'à quel point ils sont dépendants de ce libre-échange-là. Puis ça peut lui péter d'en face quand même dans les prochaines semaines. Oui. Je dirais, les prochains mois, dans le cas canadien, les prochaines semaines. C'est pas un combat que le Canada peut gagner. On peut pas gagner. On peut pas gagner. C'est le bet de Trump que le Canada plie avant que l'impact se fasse sentir sur l'économie américaine. En fait, ce qui m'a surpris beaucoup en fin de semaine, c'est de voir jusqu'à quel point les gens étaient prêts à se bomber le torse puis dire « OK, on va rentrer dans cette guerre tarifaire-là avec les États-Unis, puis on va leur montrer. » J'étais là. Tu sais, je veux dire, avec les notions économiques qu'on a, tu regardes la répartition des forces, tout ça, c'est the tail of the tape, comme on dirait en boxe. Je veux dire, il n'y a personne qui veut que ce combat-là ait lieu. Là. Non, mais c'est un combat qui me fait penser à quoi? La Russie puis l'Ukraine. Combat qui est complètement inégal sur le plan économique, sur le plan militaire, mais les Ukrainiens se battent avec héroïsme, mais c'est un combat qui est perdu d'avance. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a financé pareil beaucoup par en arrière. Ouais, ce grand financier-là, on ne l'a pas. Là. Mais c'est parce que tout non, ça, c'est ça, mais pour les Canadiens, les gens qui huent l'hymne national américain puis qui décident là, de boycotter tous les produits américains, c'est un peu une espèce de résistance ukrainienne. Là. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a du signaling là-dedans. Le bien va l'emporter sur le mal, puis on doit se tenir debout. Mais c'est pas ça la réalité politique. Là. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Ils sont toujours mangés par les plus gros. C'est plate, mais c'est comme ça. Il va en avoir un reality check dans pas long, d'après moi, parce que là, en ce moment, on est dans la phase virtue signaling. Là. Moi, j'achèterai plus de yogourt, de telle marque, puis tout ça. Mais la réalité, autant pour les Canadiens que pour les Jack Daniel! C'est ça. Autant pour les Canadiens que pour les Américains, parce qu'aux États-Unis, il y a eu des sondages qui ont été faits là-dessus. La plupart des gens, en fait, la position qu'ils ont, c'est on est d'accord avec Trump sur, tu sais, que faut se rendre plus autonome, puis tout ça, mais ils sont pas d'accord avec les tarifs, majoritairement. Mais là, en fait, ça me fait penser à l'histoire des changements climatiques. C'est tout le monde est pour la tarte aux pommes, mais en fait, personne ne veut que ça lui coûte rien. Quand tu demandes aux Canadiens si les changements climatiques les préoccupent, ils te disent tous oui. Quand tu leur demandes êtes-vous prêts à arrêter de voyager, êtes-vous prêts à ci, êtes-vous prêts à ça, la réponse est toujours non. Ben, c'est la même chose qui va se passer en ce moment. C'est que tout le monde est prêt à bomber le torse, à huer l'hymne national puis à changer de sorte de whisky. Mais au final, quand les vrais sacrifices vont arriver, ben, là, le torse va se dégonfler. Là. C'est ça la réalité. Là. Mais je dirais, dans le cas américain, moi, ce que je m'attends dans la prochaine semaine, il va y avoir une hausse des tarifs.
Trump va en rajouter une couche, il va y aller all out. C'est pas dans son intérêt que ça dure pendant des semaines et des mois, vous l'avez bien expliqué. Il va frapper fort, rapidement, ça va faire mal très, très, très vite. Puis c'est un conflit qui va se régler, qui va se régler en l'espace de quelques semaines, puis ça sera clairement pas à l'avantage du Canada. Puis il y a une négociation de l'ALENA qui s'en vient l'année prochaine aussi, là. En fait, c'est ça aussi que Trump essaie de faire en ce moment, c'est intimider, taper fort, puis attendez l'année prochaine quand la négociation va avoir lieu. Puis ça a déjà été le cas avec la Chine. Les États-Unis pourraient mettre dans le nouvel accord de l'ALENA une interdiction formelle au Canada de faire des accords de libre-échange avec d'autres pays. Question là, de vraiment là, vassaliser autant que possible le Canada, son économie et ses ressources naturelles pour le bénéfice de la sécurité des États-Unis. Moi, c'est ça à quoi je m'attends au cours de la prochaine semaine, des 2 prochaines semaines. Trump, il va sortir plus que le bat de baseball, là. Hey, merci Jeff d'avoir été avec nous pour cette discussion-là fort intéressante. Le lendemain, évidemment, que ça a brassé beaucoup dans la fin de semaine. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je veux juste dire, pour beaucoup de personnes, ça a un air de début de COVID. On en parlait au début de l'émission, là, avant qu'on commence à enregistrer. Ça a un air de début de COVID. Il y a des gens qui sont un peu... on entend beaucoup les mots mesures d'urgence présentement, disons. Oui, c'est ça. Je veux juste dire que ça a pas, peut-être que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde d'entendre ce que j'avais à dire, mais au final, là, il y a personne qui va mourir, là. OK? Vous n'avez pas besoin de mettre des masques puis vous casser chez vous, là. Vous allez vous réveiller en vie demain matin, là. Faut pas paniquer, là. On reste calme. À bon entendeur. On continue sur Patreon pour encore 1h15, les amis. Venez nous retrouver de l'autre côté de la clôture.